Alors, bienvenue à cette série d'apprentissage intitulée «Accompagner et intervenir auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs en temps de pandémie COVID-19», qui vous est présentée par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je m'appelle Noa Bengayed, je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération et j'aurai le plaisir de vous présenter aujourd'hui quelques notions de base sur la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer tout d'abord, affecte un certain nombre de personnes au Québec. Alors, voici quelques statistiques pour que vous ayez, un aperçu de l'ampleur de la maladie. C'est plus de 152 000 Québécois qui sont atteints et on considère que d'ici, 2025, c'est plus de 260 000 personnes qui seront, touchées par cette maladie. 64 sont des femmes et 70 des proches aidants de personnes atteintes sont également des femmes, d'où l'importance de cette maladie auprès de cette population qui est durement touchée par la maladie d'Alzheimer. C'est également un coût pour notre système de santé, puisque c'est plus de 1,5 milliard de dollars qui sont dépensés chaque année en coûts directs et indirects. Et d'après les dernières données de l'Agence de santé publique du Canada, c'est plus d'une 9 personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer chaque heure, avec bien sûr un risque qui double au-delà de 65 ans. D'où l'importance forcément de se préoccuper de cette maladie auprès des personnes les plus vulnérables. Les troubles neurocognitifs majeurs sont très souvent associés à la maladie d'Alzheimer. Or, la maladie d'Alzheimer ne représente que 60% des cas, de tous les cas de troubles neurocognitifs. Il existe d'autres types de troubles neurocognitifs tels que la maladie à corps de Lewy, la maladie vasculaire, la dégénérescence frontotemporale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Huntington. Chacune de ces maladies a ses propres symptômes et qui vous seront présentés d'ailleurs dans une autre capsule dédiée aux signes précurseurs et aux symptômes des troubles neurocognitifs majeurs. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui ne fait pas partie du processus normal de vieillissement et qui, à ce titre-là, ne devrait être considérée comme une maladie à part entière, une maladie chronique, avec ses causes, ses symptômes et donc sa prise en charge. Malheureusement, pour le moment, on ne dispose pas d'un traitement curatif qui permettrait de ralentir la progression, de la stopper ou encore de renverser les symptômes de la maladie. On ne connaît pas encore non plus ses causes, même s'il y a énormément de chercheurs et de recherches qui se fait dans ce sens-là, que ce soit ici au Québec, à travers le Canada ou de par le monde. Mais malheureusement, nos connaissances, même si elles sont très poussées, qu'on connaît beaucoup de choses sur la maladie d'Alzheimer, on n'en connaît pas encore la cause. Ce qui fait que malheureusement, on la diagnostique encore de manière très tardive, puisque 50% des personnes qui reçoivent un diagnostic de la maladie d'Alzheimer le reçoivent à un stade modéré à avancé, ce qui pose forcément des défis considérables pour, encore une fois, trouver un traitement curatif. C'est important, par contre, de faire la distinction entre un vieillissement normal et des symptômes qui seraient apparentés à un trouble neurocognitif. Pour ce qui est d'un vieillissement normal, c'est les difficultés qu'une personne va rencontrer pour se rappeler des détails d'une conversation, d'un événement qui a eu lieu il y a un an, par exemple. C'est également cette capacité à se rappeler le nom d'une connaissance, par exemple, ou encore à oublier occasionnellement des choses ou des événements. Et c'est également d'avoir de manière occasionnelle des difficultés à trouver ces mots. Comparativement à un trouble neurocognitif qui, lui, va affecter les capacités et les fonctions exécutives de la personne, et ce, dans sa vie de tous les jours. Et donc, un trouble neurocognitif majeur aura pour effet, par exemple, de ne pas pouvoir se rappeler les détails d'une conversation ou d'un événement récent, de ne pas reconnaître les membres de sa famille ou leur nom. C'est également d'oublier des choses, des événements de manière beaucoup plus fréquente. Et c'est également d'avoir de la difficulté au niveau du langage avec des pauses beaucoup plus fréquentes et des substitutions ou encore des recherches de mots.
Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer dans ce contexte-là? La maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau qui est caractérisée par une accumulation de la protéine bêta-amyloïde et une hyperphosphorylation de la protéine tau, deux molécules qui sont très largement étudiées pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est également une maladie du cerveau qui est caractérisée par une dégénérescence progressive des cellules et qui résulte en fait d'un manque ou d'une communication altérée entre les cellules du cerveau ou encore les neurones. L'évolution de la maladie d'Alzheimer suit généralement certaines étapes, des stades également, qui vont entraîner des changements dans la vie de la personne et de sa famille. Et la maladie va affecter de manière tout à fait individuelle chaque personne. Elle va l'affecter de manière différente. Les symptômes, l'ordre de leur apparition, la durée de chaque stade va être vraiment vécue par chaque personne de manière totalement distincte. Et dans la plupart des cas, la maladie d'Alzheimer progresse lentement. Les symptômes peuvent également chevaucher plus d'un stade et en estomper forcément les limites. Alors, on connaît très bien les facteurs de risque et de protection des troubles neurocognitifs. On est avec un certain nombre de gènes qui vont nous prédisposer par la suite à développer ou non un trouble neurocognitif majeur. Et donc, ce matériel génétique, on l'acquiert à la naissance. Et un des gènes qui est inclus ou considéré comme un facteur de risque potentiel à la maladie d'Alzheimer est le gène ApoE4. Euh, Par la suite, lorsque on évolue dans notre vie à l'adolescence, c'est également notre niveau d'éducation certains facteurs de risque vont apparaître déjà entre la vingtaine et la trentaine, à savoir des pertes auditives, l'hypertension ou encore de l'obésité. Et au-delà de la cinquantaine, c'est également des facteurs de risque tels que le tabagisme, la dépression, l'absence d'activité physique, l'isolement social ou encore le diabète. Tous ces facteurs de risque-là ou de protection sont en fait comptabilisés ensemble, représentent plus de 35% des facteurs pour lesquels on pourrait réduire le nombre de nouveaux cas si le risque était éliminé. Cela a fait partie d'une recherche en 2017. Et donc, ces facteurs-là, combinés, représentent des facteurs qu'on appelle modifiables et donc qui peuvent facilement être modifiés par une meilleure prise en charge, par exemple, du diabète, de l'hypertension, par de l'activité physique ou encore par des interactions sociales, alors que les facteurs potentiellement non modifiables, à savoir l'âge ou encore le matériel génétique qu'on acquiert à la naissance, lui, pour lequel on n'a aucun contrôle et qui représente plus de 65%. Maintenant, si on s'intéresse au stade de la maladie, on considère de manière assez sommaire 4 stades, à savoir le stade léger, modéré, avancé et en fin de vie. Alors, tout d'abord, le stade léger. À ce stade-ci, la personne est encore en mesure d'être assez autonome, fonctionnelle. Elle présente malheureusement certains déficits qui sont légers. Les symptômes courants vont être la perte de mémoire, des difficultés à communiquer et encore des changements d'humeur et de comportement. À ce stade-ci, la personne a besoin de peu d'aide. Elle peut parfois comprendre les changements qui se produisent et elles peuvent même parler, exprimer des besoins et partager son expérience avec la maladie. Elles peuvent aussi, et c'est recommandé, intervenir et prendre part à toutes les décisions qui lui incombent par rapport à une planification ou encore l'orientation des soins futurs qu'elle voudrait recevoir. À un stade modéré, le déclin se fait de plus en plus sentir au niveau des facultés cognitives et fonctionnelles de la personne. La mémoire, les facultés cognitives continuent de se détériorer, bien que de nombreuses personnes conservent une certaine conscience de leur état. L'aide notamment avec les nombreuses tâches quotidiennes comme magasiner, faire le ménage, s'habiller, prendre un bain ou faire sa toilette deviennent de plus en plus nécessaires avec une augmentation substantielle des soins qui seront à donner. Au niveau du stade avancé,
l'évolution de la maladie prend de plus en plus de dessus et la personne finit par devenir incapable de communiquer verbalement ou de prendre soin d'elle-même. Les soins deviennent alors à ce moment-là nécessaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et l'objectif des soins qui seront donnés à la personne est plus de continuer à la soutenir, à la rassurer pour lui donner une meilleure qualité de vie possible. Au stade de fin de vie, malheureusement, lorsque la personne atteint ce stade-ci, elle approche de la fin, les soins doivent se concentrer essentiellement sur son confort. Comme toute personne qui est en phase terminale, il est important de tenir compte de ses besoins physiques, mais également de ses besoins affectifs et spirituels. Et ce soutien fournit est surtout axé sur la qualité de vie et le confort que l'on doit donner ou prodiguer à la personne atteinte. Je vous disais tantôt que malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif à la maladie d'Alzheimer. 4 médicaments sont cependant approuvés par Santé Canada. C'est des médicaments qui vont atténuer certains des symptômes qui sont liés à la maladie, comme la perte de mémoire ou encore les fonctions de motricité ou langagière. Et elles sont distinguées entre le stade léger à modéré ou encore modéré à avancé. Dans le cas du stade léger à modéré, 3 molécules sont préconisées, à savoir l'Aricept, l'Exelon, le Réménil, qui sont des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. Ils présentent cependant un certain nombre d'effets secondaires, tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée, induisent une anorexie, une perte de poids et des érythèmes au point d'implication, notamment pour le patch, à savoir l'Exelon. Dans le cas d'un stade modéré à avancé, c'est une autre molécule, à savoir l'Ebixa, qui, elle, va s'intéresser à un autre neurotransmetteur, le glutamate. Et comme pour la première classe de médicaments, certains effets secondaires sont également associés à cette prise de médicaments, comme des étourdissements, une constipation, de la confusion, des maux de tête, une haute tension et de l'agitation ou de l'insomnie. Alors, si vous désirez recevoir plus de renseignements, surtout n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web à alzheimerquebec.ca, à nous écrire également par courriel sur info@alzheimerquebec.ca ou encore à rejoindre l'une des 20 sociétés Alzheimer du Québec qui sont là pour vous soutenir dans cette prise en charge et cet accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Merci à vous.